Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous parler de la mode circulaire et comment on peut en faire un vrai levier finalement d'engagement, d'acquisition, mais aussi de fidélisation. Comme d'habitude, hein, l'idée c'est d'apporter des éléments de réponse extrêmement pratiques et pragmatiques. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir. Donc j'ai Thibaut à côté de moi, voilà. Et en tout cas, donc nos invités, hein, nous avons la chance d'accueillir Alexis Collomb et Émeric Deschamps, des startups redonnées et Faume, qui vont pouvoir finalement interagir avec nous et à la fois nous présenter leurs solutions et puis répondre aux questions que vous êtes posées et que nous nous sommes posées. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui en tant qu'animatrice, c'est de jouer euh, le persona d'une entreprise qui a besoin de développer cette solution, qui souhaite se lancer dans la mode circulaire et qui se pose plein de questions. Comme vous posez ces questions-là de votre côté, derrière votre écran. Et, et voilà, donc je suis ravie d'accueillir Élise Desrues, du défi, qui va nous présenter le défi et introduire ce programme. Élise? Merci Carole. Bonjour à tous. Alors le défi, c'est la plateforme de développement et de transformation de la mode en France. Donc le défi, il finance, il anime et il encourage des actions qui se déclinent en 5 axes stratégiques. On a la croissance des entreprises, la mode durable, l'innovation technologique et numérique, la promotion des savoir-faire et de la fabrication française, et puis enfin l'image de la France à l'étranger dans le secteur de la mode. Alors aujourd'hui, ce webinaire, il est rattaché à un plus grand programme qui s'appelle Digital Mode et qu'on a lancé cette année avec Creative Valley et les fédérations. C'est un programme de formation à la transformation digitale et qui a formé déjà une trentaine d'entreprises sur des sujets fondamentaux comme la conversion, la mesure digitale. Et la deuxième saison va se lancer dans 10 jours. Donc si des retardataires souhaitent s'inscrire, ils peuvent encore nous contacter s'ils sont redevables de la taxe. Voilà. Génial, merci Élise. Oui, alors du coup, en introduction très rapidement sur ce programme, finalement, l'idée, c'est d'accompagner la transformation digitale des entreprises de la mode, du secteur de l'habillement. Du coup, ce programme repose sur un concept que les fédérations et le défi ont appelé les 5 C. Et donc, c'est ce petit schéma que vous retrouvez dans cette slide, où on parle de création, de clients, de communication, de compétitivité, de culture. Et voilà, c'est les 5 leviers qui effectivement reprennent le process de bout en bout, hein, de production, de distribution, de communication. Et donc, l'idée, c'est d'apporter à chaque fois des formations sur l'ensemble de ces items-là. Aujourd'hui, on parle de mode circulaire. Donc, pour toute question sur ce programme Digital Mode, n'hésitez pas à revenir vers nous directement et vers le défi pour vous inscrire. Il y a un lien, etc. Sur la slide d'après, Thibaut, très rapidement, vous savez tout ce que c'est que l'économie circulaire, on en parle beaucoup. L'idée, c'était simplement de vous dire qu'évidemment, eh bien, il transformait le process classique, hein, celui que vous connaissez, puisque du coup, on apporte, en plus de la conception, du sourcing de matières premières, de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation, eh bien, il y a 2 grands processus qui se sont ajoutés, qui sont celui de la collecte et du recyclage. Donc finalement, l'économie circulaire, pour qu'on s'aligne tous ensemble sur le bon vocabulaire, c'est bien de partager, de réutiliser, de réparer, de rénover et de recycler des produits et des matériaux existants le plus longtemps possible. Et ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, pour que l'économie circulaire fonctionne, c'est que tous ces principes sont intégrés à l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur. Voilà. On vous a mis un petit film, vous pourrez y accéder plus tard, qui définit les grands items de l'économie circulaire. Hop, ce qu'on doit retenir, c'est une date clé qui montre que le train est en marche et qu'on est sur une prise de conscience collective. L'Union européenne a voté, enfin le Parlement européen a voté une loi, un plan d'action, pas une loi, mais un plan d'action, et qui du coup repose sur 3 leviers majeurs. Le premier, c'est de transiter vers des produits durables. Le deuxième, c'est rendre les secteurs clés circulaires. Et le troisième, c'est la gestion et les transferts des déchets. C'est bien ces 3 items-là aujourd'hui auxquels auxquels vous faites face aujourd'hui, dans lequel vous souhaitez vous engager. Et c'est pour ça qu'on a pensé à Faume et à Redonner, puisque du coup, on va pouvoir traiter finalement de la circularité et des déchets, entre guillemets, de la collecte.
Très rapidement, voilà, on vous a mis quelques business, quelques chiffres clés qui permettent simplement de vous donner une vision et un enjeu par rapport à votre marché. C'est un sujet que vous devez aborder nécessairement dans votre économie aujourd'hui, dans votre modèle de distribution et de production. 77% des Français donnent aujourd'hui, souhaitent donner une seconde vie à leurs vêtements. 62% des Français consomment déjà des vêtements d'occasion et ils achètent déjà 48% sur Internet. 84 milliards de dollars, et c'est la valeur du marché de la seconde main d'ici 2030 qui devrait en plus doubler sur 5 ans. On est à 2,1 milliards de nombre de vêtements estimés dormants dans nos armoires, voilà, et qui pourraient être vendus. Et enfin, 73% des Français qui sont au courant de la collecte de vêtements, mais qui simplement le font à 34%. Je vous ai remis des chiffres de la dernière étude d'OpinionWay qui est sortie, avec une jolie infographie de Refashion. Pareil, là, moi, ce qui m'intéresse dans cette infographie pour vous, c'est plutôt, parce qu'on a déjà vu des chiffres clés, c'est plutôt aussi les freins qui peuvent du coup être travaillés en éléments de réassurance pour vous en tant qu'entreprise. Hein. Donc, ce qu'on sait, c'est que très clairement, il y a un sujet d'hygiène qui ressort dans les freins. On a un sujet de crainte de vêtements abîmés et l'impression d'acheter du neuf, ça reste encore à 58% un besoin. Donc ça, ce sont des items qu'on peut aussi travailler dans la façon de présenter son offre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à 25%, il y a 25% des interrogés, il y a eu 2000 interrogés, sur 25% des interrogés, ils estiment de ne pas être aussi bien informés que pour le principe des emballages, par exemple. Donc, on a aussi de l'éducation à faire au sein de nos propres points de vente qui peut être utile et qui favorisera globalement l'essor de ce marché. Pour finir cette introduction, il nous paraissait évident de reprendre le tunnel de growth hacking qu'on a déjà travaillé ensemble dans les différents webinaires de ce programme et dans tout le programme Digital Mode, qui sont un peu les rails du travail de pédagogie que nous avons fait avec les experts. Finalement, l'économie circulaire, elle a un impact sur l'ensemble des leviers que nous constatons aujourd'hui dans le tunnel digital de vente, mais même physique évidemment, simplement pour dire que c'est un levier d'acquisition, on attire des nouveaux consommateurs. Les clientèles sont plus jeunes, vous le savez, ils consomment davantage le marché de la seconde main, notamment Faune qui nous témoignait de ça sur Balzac, Aigle et Flair, hein, qui l'ont constaté. C'est aussi un bon levier d'activation, ça permet d'activer les prospects, de les engager dans votre expérience de marque. Voilà, en termes de fidélisation, de rétention, eh bien évidemment, on apporte une expérience globale forte, on allonge la durée de la relation client, on parle de lifetime value, ça je ne vous apprends rien, vous le savez, et puis du coup, on multiplie les occasions d'achat et les interactions avec eux. C'est un levier de recommandation puisqu'on affirme sa démarche éco-responsable. Et enfin, c'est un levier de nouveaux revenus puisqu'on apporte un nouveau modèle économique de production, de distribution. Et puis du coup, on peut aller capter des parts de marché sur des places de marché comme celle de Vestiaire Collective ou de Vinted aujourd'hui, qui vraisemblablement pèsent déjà 20% de ce marché en ligne. Là, c'est le moment d'abord de vous présenter nos deux startups. Chacune va présenter son offre et sa solution. Et ensuite, on se retrouve pour répondre à des questions extrêmement spécifiques. On démarre par Foam. Aymeric? Bonjour à tous et ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on fait aujourd'hui. Donc pour vous présenter Foam, donc moi je suis cofondateur et CEO de l'entreprise. C'est une entreprise assez récente puisqu'on l'a créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant en fait en plein milieu du premier confinement. À l'origine, moi, je ne venais pas réellement de l'industrie de la mode et donc quand j'ai commencé à me plonger dans ces sujets-là, j'ai d'abord essayé de comprendre pourquoi est-ce que l'industrie de la mode était autant remise en question. Donc, je me suis beaucoup intéressé à la logique de chaîne d'approvisionnement et de fonctionnement de la filière. Et puis un jour, en fait, je suis tombé un petit peu par hasard sur le site américain de Patagonia Wornwear aux États-Unis. Et là, ça a été une forme de déclic puisque j'ai trouvé assez incroyable l'expérience client qui était proposée et qui, pour moi, venait répondre à un certain nombre de freins que Carole, d'ailleurs, tu as pu présenter dans la slide d'avant.
Et donc, nous, on s'est dit, le modèle de Patagonia, il est génial. Et donc, pourquoi pas essayer d'importer ce modèle en France pour proposer une solution simple aux marques en marque blanche qui leur permet d'opérer facilement leur solution de seconde main. Et donc, on a créé Foam dans cette logique-là, avec vraiment en essayant de mettre une dimension très forte sur l'expérience client, aussi bien pour le client qui va acheter, en essayant de proposer une expérience d'achat qui se rapproche au maximum de celle du neuf, que pour le client qui va vendre, en essayant de réduire au maximum les points de friction liés à la revente. Aujourd'hui, on pense que les grandes plateformes, comme tu le citais, Carole, que ce soit Vestiaire Collectif ou Foam, ont vraiment réussi à démocratiser l'usage, mais on pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin en essayant de supprimer un certain nombre de freins. Et donc, nous, on va accompagner nos clients. Donc, aujourd'hui, on travaille avec plus d'une quinzaine de marques, aussi bien des jeunes DNVB comme Balzac, le slip français ou Hemstone, que des marques un peu plus connues, Egg, Isabelle Marant ou The Couples, par exemple. Et donc, on va mettre à disposition de nos clients une technologie à la fois e-commerce et logistique, où les clients vont, via un nouveau site complètement brandé aux couleurs de la marque, pouvoir retourner leurs produits gratuitement en échange d'un bon d'achat. Et derrière, en fait, ces produits vont être reconditionnés dans nos centres de reconditionnement. Donc, toutes ces opérations se déroulent en France et donc chaque produit va être contrôlé, nettoyé, repassé, pris en photo et puis stocké en attendant d'être vendu. Et ce sont nos équipes également qui vont s'occuper de la mise en ligne de ces produits sur le site de seconde main et derrière de l'animation du site de seconde main. Le but étant qu'en fait, chaque marque puisse définir une vraie stratégie sur la seconde main en fonction de ses objectifs commerciaux, en fonction de l'offre qu'elle souhaite créer, et derrière déterminer une stratégie de pricing qui va lui permettre d'avoir une stratégie propre et différenciante par rapport à d'autres marques. Nous, on est vraiment un opérateur technologique et logistique pour que derrière, la marque n'ait plus qu'à communiquer sur le service et puis en retirer un certain nombre de bénéfices que Carole, tu as commencé à citer et que si on va dans la slide suivante, normalement, on va pouvoir… Alors, donc là, effectivement, l'idée, c'est si on peut revenir donc sur l'avantage de la solution par rapport à un certain nombre de plateformes, en termes quand on a un client vendeur, on essaie au maximum de simplifier l'expérience, soit via un module de reprise en ligne très simple où le client n'a qu'à qualifier son produit, il n'y a pas de photo à prendre de son produit, il n'y a pas de fiche produit à rédiger, il n'y a pas, en fait, on a la garantie d'avoir son bon d'achat, on n'a pas besoin d'attendre de trouver un acheteur pour obtenir son bon d'achat. Soit en proposant une offre de reprise en boutique. Chez Isabelle Marant, par exemple, aujourd'hui, les clients peuvent venir déposer leurs produits directement en boutique, obtenir un bon d'achat et le réutiliser immédiatement. Donc là, l'avantage, c'est vraiment de proposer un service extrêmement simple qui va permettre d'attirer en fait tous les clients qui n'ont pas forcément la motivation nécessaire pour parfois aller créer des annonces sur les plateformes de particulier à particulier qui existent aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous le disais, les produits derrière sont centralisés dans nos entrepôts de reconditionnement pour être reconditionnés. Et là, on vient essayer de répondre à tous ces enjeux à la fois d'hygiène, comme on en parlait un petit peu plus tôt, mais également de réassurance sur la qualité des produits qu'on va acheter. On sait quand on achète parfois sur des plateformes assez connues, on peut être un peu déçu à la réception du produit parce que voilà, tous les vices cachés n'ont pas forcément été décrits dans la fiche produit. Là, on a des experts qualité qui vont inspecter les produits dans absolument tous leurs détails et certifier en fait que ces produits sont conformes au niveau de qualité qui a été placé par la marque pour derrière augmenter le niveau de satisfaction client. Donc derrière, il y a, comme on le disait, cette logique d'acheter de l'occasion comme on achèterait du neuf en proposant une expérience vraiment la plus homogène possible lors du parcours d'achat avec des produits qui sont tous shootés en pack shot. Et derrière, on va être également capable, en collaboration donc avec le travail qu'on fait avec la marque, nous, on va être capable de récupérer en fait vos données sur votre catalogue produit pour également réassocier le produit que l'on a récupéré, qui a été renvoyé avec un client, avec les shootings d'origine des produits portés sur mannequin
et donc une capacité à enrichir la fiche produit, toujours dans cette logique d'augmenter l'expérience d'achat et de proposer le même niveau de service sur le site de seconde main que sur votre site de produit neuf. En termes de business model, donc nous, il y a 3 niveaux en fait, de revenus. Il y a on facture des frais de setup qui vont dépendre en fait, du niveau de customisation que vous souhaitez sur le site. Donc, nos équipes vont vraiment s'occuper de créer votre site de A à Z, de prendre un brief créatif auprès de vos équipes et derrière d'intégrer ce site-là et derrière de toute la configuration technique. Donc, le paramétrage des bons d'achat, la stratégie de pricing, l'intégration de votre catalogue produit. Et donc, ça commence à partir de 13 000 euros. Et pour les marques les plus importantes, on va pouvoir monter dans des prix un peu plus élevés. Ça va notamment dépendre de si vous souhaitez proposer le service de collecte en boutique et derrière du nombre de boutiques dans lequel vous proposez la collecte. Et puis ensuite, on facture à la pièce reconditionnée. Ce prix va de 6,90 € à 20 € en fonction des opérations opérées sur le produit. Et on prend une commission également sur le pourcentage de revente, sachant que ce qui est important, c'est que Foam va se rémunérer uniquement sur les sommes qui auront été encaissées. Donc, la marque n'a jamais à avancer la trésorerie en fait, liée à ces opérations de reconditionnement et à cette commission liée à la revente, puisque par exemple, si on réalise 10 000 € de vente en seconde main chez Balzac sur le mois de septembre, par exemple, nous, on va reverser à Balzac les 10 000 € moins le montant de commission et donc la marque n'a pas à avancer les frais. Super. Le but étant que le business model de la solution soit amorti chez nos clients en 6 à 12 mois. Et donc, sur ce point-là, on peut vous accompagner en créant une première version d'un business plan, en fait, en faisant différentes simulations qui vous permettent de mieux comprendre les flux liés à ce business model. Donc, pour vous donner quelques milestones qu'on a pu commencer à observer chez Isabelle Marant, ce qui est très intéressant d'observer, en fait, c'est qu'à partir du moment où la marque communique sur le service, on a une adhésion très, très rapide et forte de la part des clients, que ce soit sur le service de reprise en ligne, mais également le service de reprise en boutique. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir fédérer vos meilleures clientes sur le service de reprise. Là où peut-être certaines clientes vont aller sur les plateformes de revente comme Vinted ou Vestiaire Collective et rechercher à tirer un profit de la revente de leurs produits. Nous, on cherche plutôt à proposer un service à haute valeur ajoutée. Et chez Isabelle Marant, par exemple, sur les premières semaines, on avait été capable de faire venir en boutique 3 des 10 meilleures clientes Isabelle Marant qui nous ont remis un certain nombre de pièces et qui sont souvent de très belles pièces, puisque souvent, on arrive à attirer des clientes, les clientes premium de la marque, en fait. Ce qui est intéressant d'observer également, c'est qu'on a pu confirmer le business model de la solution avec derrière des taux de réengagement des clients dans, par exemple, les nouvelles collections qui sont très intéressants, sachant qu'avec le service qu'on propose, le client a le choix évidemment de dépenser son bon d'achat sur le site de seconde main ou sur le site de produit neuf, même si aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 90% des clients préfèrent aller réinvestir sur le site de produit neuf, puisqu'en fait, la typologie des clients est très différente entre le client acheteur de la seconde main et le client vendeur, qui n'ont pas du tout le même profil en général. Et donc, pour vous présenter également la mise en place de la solution, nous, nos équipes vous accompagnent vraiment de manière très cadencée entre en fait, le moment où on valide le projet et le moment où on met en ligne le site Internet. Ce projet, il peut être réalisé en fonction du rythme auquel vous souhaitez aller. On est capable de livrer le projet entre 1 mois et 2 mois. Ça dépend du rythme auquel vous souhaitez aller, avec un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, on va se concentrer sur la création du site. Ensuite, on va réfléchir à la stratégie d'offre que l'on va créer. Et donc, on va analyser en fait ensemble votre catalogue produit, les produits qu'on va rendre éligibles à la reprise et derrière la stratégie de pricing qui va en découler. Puis, on va paramétrer les flux logistiques, créer un module de reprise qui justement découlera de la stratégie de pricing qu'on aura déterminée ensemble.
dans lesquels on va déterminer à quel prix on rachète les produits, dans quel état on accepte les produits que l'on reprend et du coup les taux de décote qui en découlent. Et on vous accompagne également sur tous les contenus à créer sur le site internet, donc les CGV, les CGU, une FAQ pour répondre aux questions de vos clientes. Et puis, si vous avez derrière des boutiques en retail, on s'occupe également d'aller former vos vendeurs pour qu'ils puissent présenter au mieux le service à vos clients. Super, merci Émeric. C'est une présentation extrêmement claire. Je crois que tu as annoncé une très bonne nouvelle hier. Si tu veux nous la partager auprès de tous. Merci. Oui, on a effectivement lancé le site de seconde main The Couple Second Love. Et les démarrages sont extrêmement encourageants, avec vraiment un niveau de vente assez important. Donc, The Couple, je crois, est très content. Après, on n'a pas pu analyser encore, évidemment, tous les insights en détail. Mais oui, ça a eu je crois que les équipes The Couple sont très satisfaites des débuts. Génial. Je te remercie pour cette présentation. Avant de donner la parole à Alexis, je voudrais juste vous rappeler que nous avons un module de discussion qui est en bas de votre écran dans lequel vous avez l'occasion déjà de vous présenter. On sera ravis de savoir qui est parmi nous et si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les formuler via ce module. Voilà. À toi, Alexis. Moi, mais parfait. Merci Mike pour la présentation. Donc moi, je m'appelle Alexis, je suis le cofondateur de Redonner. Donc Redonner, c'est quoi? C'est une solution digitale pour collecter, recycler et récompenser les dons de textiles de vos clients. Comme l'a dit Carole en préambule, aujourd'hui, la gestion de fin de vie des vêtements devient fondamentale. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer la mode circulaire, notamment le mieux produire et le mieux consommer. Mais s'agissant du mieux recycler, aujourd'hui, on a à peu près 65% des vêtements qui finissent dans des décharges ou qui sont brûlés, ce qui a amené notamment le développement de la loi AGEC sur la REP, à savoir la responsabilité élargie du producteur. Oula, alors là, je ne sais pas où on est. Merci Thibaut. Donc sur la REP, sur la responsabilité élargie du producteur qui demande aux marques et enseignes de mode de reprendre les textiles usagés de leurs clients. Et fort de ce constat et aussi suite au Covid, parce qu'on est aussi une start-up Covid, durant le Covid, on avait un petit peu avec mon associé, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de tous ces vêtements et comment on pouvait revaloriser tous les vêtements qu'on avait sortis de nos différents placards. Et c'est comme ça qu'on a un peu réfléchi à une solution. Thibaut, je te laisse redescendre. Alors, ça, c'est la dernière page, donc on va prendre celle d'après. Donc, c'est là où on a réfléchi à une solution en fait qui soit clé en main avec un parcours simple et qui permette aux marques et enseignes de mode de collecter les vêtements de leurs clients et de les récompenser, de les réengager justement sur leur vestiaire, sur tous les vêtements de leur vestiaire. Donc, cette solution prend la forme d'un plugin qui s'installe directement au site de nos marques partenaires et qui est visible sur la homepage ou différentes pages du site. Donc là, par exemple, sur le site de Bon Baiser de Paname, on peut le voir en bas à droite avec un call to action et la petite page qui s'ouvre. Et sur la page suivante, Thibaut, à titre d'exemple, voilà, toujours pareil, ce plugin personnalisable qui s'installe un peu partout et qui vous permet vraiment d'engager vos clients et de les amener à trouver des solutions pour les vêtements dont ils souhaitent se débarrasser, qui ne sont pas forcément bons, je dirais, à la revente, soit sur des places de marché, soit par des solutions comme celle d'Irimex. Donc, en termes de parcours client, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple. Donc, directement depuis votre site, tout se passe directement sur votre site. Il y a une petite pop-in qui s'ouvre et qui permet aux clients d'identifier un point de collecte parmi les 40 000 points de collecte partenaires partout en France. Ici, on a un exemple. Je me connecte et donc ça, c'est important pour nous. Ça permet de garder une trace de qui fait un don et ça permet par la suite de pouvoir le relancer justement sur des offres et des récompenses. Et à la fin, un écran final qui permet de résumer les informations et un mail qui part co-brandé, redonné et du nom de la marque et qui permet à la personne d'identifier directement sur Google Maps un point de collecte, le point de collecte choisi qui est à proximité de chez lui. Deuxième étape, très simple, évidemment, il faut aller déposer ses vêtements. Donc, lors du dépôt du vêtement, la personne prend en photo le dépôt. Là, vous avez des exemples de ce qui a été
fait jusqu'à présent. Donc, la personne prend une photo et nous l'envoie sur l'adresse redonner@redonner.fr, ce qui nous permet de valider le don et de pouvoir créditer son compte de points, qui nous amène à la troisième étape qui est très simple. Ah, la page a un peu sauté. Ce qui nous amène à la troisième étape, c'est-à-dire à chaque fois que le client fait un don, il récupère 50 points qui sont ensuite échangeables contre des récompenses définies librement par le partenaire. Donc, pour le coup, ça peut être soit des remises, c'est ce qu'on voit avec Rodier, soit des bons d'achat, c'est ce qu'on a fait avec Bonne Gueule, notamment. On a fait une opération sur un mois avec eux parce qu'ils voulaient faire une opération spéciale sur leur chemise, donc ce qui a permis de mobiliser, je crois de mémoire, à peu près 700 dons et donc 700 récompenses, qui a été assez efficace. Et vous pouvez aussi proposer des frais de port offerts. Donc, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'au-delà du fait qu'elle soit simple, elle vous permet de réengager vos clients de manière très efficace sur soit vos produits, vos collections en cours, soit vos collections passées pour augmenter le taux de vente. Si tu descends. Ce qui est important aussi, c'est que 100% des vêtements collectés intègrent la filière réglementée du tri et du recyclage, puisqu'évidemment, vous l'aurez remarqué sur les photos qu'on a montées précédemment, tous les points de collecte sont issus soit de la Croix-Rouge, soit de GBTEX, soit du Relais, donc des entreprises qui sont déjà engagées dans la filière et qui vont s'assurer que tous les produits vont avoir une nouvelle vie. Par nouvelle vie, on entend quoi? On entend que tous les produits sont triés, ceux de meilleure qualité sont ensuite revendus. Vous pouvez le retrouver dans des friperies comme on peut retrouver un peu partout en ville, ou sont recyclés. Donc le recyclage se fait, c'est soit en matière première, soit en chiffon, soit en feutre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans une des précédentes slides. Il y a à peu près 95% des vêtements qui sont collectés, qui sont recyclés. Donc tout l'enjeu de la filière et tout l'intérêt de notre solution, c'est de donner de la visibilité et de faire comprendre aux gens que tous les vêtements de leur placard peuvent avoir une nouvelle vie, et au travers du système de récompense, justement, les mobiliser à donner et vous, de votre côté, à participer avec eux à cette action à impact environnemental et social. Donc, Alexis, on est bien d'accord, hein, donc, ce que tu proposes, c'est que chaque entreprise puisse devenir puisse accueillir un espace de collecte, hein, pour pouvoir réengager leurs clients dans ce système global de dons, hein, que toi tu proposes. Et on ne parle pas uniquement des vêtements qui concernent la marque, hein, donc c'est bien c'est un système qui est global. L'idée, c'est au travers de la solution digitale de pouvoir permettre de revaloriser tous les vêtements dans les placards de vos clients. Et donc, c'est un système qui est un peu plus, je dirais, inclusif, dans le sens où on reprend tout et on revalorise tout. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans un parcours client qui est simple, à savoir, quand je fais le tri dans mes placards d'un point de vue 2-3 fois par an, je mets tout dans un sac, et puis derrière, je vais les apporter dans un point de collecte qui permette de le recycler. En échange, je suis récompensé par ma marque de référence qui, justement, me réengage sur un bon d'achat ou des récompenses qui permettent de racheter sur le site de la marque. Super. En parallèle de ça, on a aussi mis en place, c'est une nouveauté qu'on est en train de lancer, on met en place aussi un système de collecte en magasin en partenariat avec la Croix-Rouge. Donc, ça permet d'avoir la double casquette de la collecte digitale et de la collecte en magasin pour vraiment servir au mieux les besoins des clients. Top. Merci Alexis pour cette précision. Super. Alors là, on va passer aux questions. La première question qu'on se pose plus globalement sur les avantages et les bénéfices, c'est bien quels avantages ça a pour moi, comment ça génère de l'engagement client et comment ça peut générer de l'acquisition. Alexis, tu avais la parole, je te la laisse et je donnerai après la parole à Aymeric. L'idée, c'est bien que le dirigeant qui est derrière son écran mesure de façon claire sur son business plan, sur sa relation client, ou ses impacts. Qu'est-ce que vous avez à partager comme retour là-dessus? En termes de retour, je prends l'exemple de Bonne Gueule avec qui on a fait une opération spéciale au mois de juillet de mémoire, où tout l'enjeu pour eux était de relancer un peu la gamme chemise sur laquelle ils avaient un besoin d'accélérer les ventes. Et donc, c'était au travers de cette opération qui a été énormément reliée sur les réseaux sociaux, dans des newsletters, surtout en tous leurs médias,
c'était donner de la visibilité à une opération éco-responsable tout en proposant en face une récompense qui active la gamme chemise. Et donc, ça s'est très bien passé puisqu'en un mois, ce que je disais, je crois qu'on a eu 700 dons qui ont été effectués et que ce soit en boutique ou même sur le site, il y a eu des retours très bénéfiques. Donc, les avantages, c'est qu'à partir du moment où on met en avant ce type de solution, en tout cas notre solution, il y a un effet qui est quasi immédiat puisqu'évidemment, tout à chacun a des vêtements chez lui dont il ne sait pas forcément quoi faire. Et donc, face à la récompense et justement la remise, surtout chez Bonne Gueule, qui est quand même en fait assez rarement, et ben ça a créé un déclic et les gens ont utilisé la solution de manière très efficace. Super. Et toi, Émeric? Alors nous, nous, quand on présente de manière un peu globale le sujet, on aime bien dire que la seconde main, c'est pour nous un relais de croissance durable. Et dans le mot durable, c'est vraiment le mot durable dans toute sa globalité. C'est-à-dire, c'est effectivement la durabilité du fait de la démarche environnementale qui est intéressante, puisque on sait que quand on allonge la durée de vie d'un produit, on va pouvoir réduire l'empreinte environnementale de ce produit-là. Et ça, c'est une marque qui lance son site de seconde main, elle affirme en fait sa démarche de manière très concrète et compréhensible. C'est plus facile de comprendre en fait ce qu'il y a le côté durable de la seconde main que forcément dans la lecture de labels qui sont parfois un peu compliqués à bien interpréter. Et ensuite, nous, ce qu'on aime bien valoriser, c'est l'idée également de remettre du sens sur le prix en fait. En étant capable, grâce à la seconde main, de proposer du prix à ses clients, soit au client acheteur qui va acheter un produit de seconde main et donc qui bénéficiera d'un prix plus intéressant, soit du client revendeur dont on va récompenser la fidélité du fait du bon d'achat qu'on va lui remettre. Et derrière, en termes de bénéfices concrets et mesurables, ce qu'on commence à observer chez nos clients, même si on est une entreprise encore un peu jeune et qu'on n'a pas encore forcément toutes les données sur chacun de nos clients, c'est que, le client qui est acheteur de seconde main, entre 70 et 80% du temps, c'est un nouveau client pour la marque. On ne vient en aucun cas cannibaliser l'offre existante, puisqu'en fait, un client qui achète du neuf chez vous, c'est très rare en fait qu'il descende en gros de catégorie pour aller acheter de la seconde main. On peut vraiment faire ce rapprochement avec le marché de la voiture d'occasion en fait, où quelqu'un qui achète une Audi 9 par exemple ne va pas aller acheter une Audi d'occasion, peut-être qu'il achètera je sais pas moi, une Porsche d'occasion, mais en aucun cas on fait l'ascenseur vers le bas. Et donc en termes d'acquisition de clients, c'est intéressant. C'est également intéressant en termes de fidélisation, puisqu'on va proposer un nouveau service à ses clients, très simple à utiliser. On va du coup créer de nouveaux points de contact avec ses clients, et puis on va être capable de le réengager dans la marque grâce au bon d'achat. Aujourd'hui, on propose que le bon d'achat. Demain, on proposera sans doute une solution de cashback pour également aller toujours un peu plus loin dans cette logique de laisser le choix à ses clients. Par contre, effectivement, sur le bon d'achat, on observe des choses qui sont intéressantes. Une cliente qui va avoir un bon d'achat, en général, va dépenser 125-130% en plus du montant du bon d'achat. Donc, vous donnez un bon d'achat de 100 € à une cliente, elle va derrière aller effectuer un achat à 220-250 €. Et donc, c'est également évidemment un sujet qui intéresse nos clients. Et puis, sur la partie dernier point, sur la partie retail, parmi nos clients qui ont des réseaux de boutiques, on n'a pas pareil encore de données extrêmement chiffrées, mais d'après les retours des vendeurs qu'on a eus, certains vendeurs nous disent que parfois le trafic en boutique a augmenté de 20 à 30% grâce au service de reprise en boutique. Donc, c'est un levier d'acquisition de trafic en boutique aussi. Exactement. Prétexte. Super. Là, on retombe sur notre petit tunnel au départ de ce webinaire, mais c'était extrêmement intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience plus concret. Moi, je reçois déjà des questions et donc je ne vais pas tarder à vous les poser. Il en reste une néanmoins sur la question du stock par rapport aux invendus qui restaient dans nos placards. Il y a aussi la question de cette loi
qui demain nous interdira de jeter hein, et de détruire, c'est aussi un avantage par rapport à ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet-là spécifiquement, Aymeric et Alexis? Bah, alors, sur la partie destruction, effectivement, des invendus et la loi anti-gaspillage, nous, vraiment, notre focus, c'est de permettre aux particuliers de retourner leurs produits. Maintenant, on s'est rendu compte que notre expertise en fait, technologique, c'était également de traiter de la pièce unique et donc des références dans des très faibles volumes. Et ça, on s'en est rendu compte lorsqu'on a lancé des sites de seconde main de nos clients où il fallait créer une offre au départ. Et donc, on pouvait être une solution, mais très résiduelle en fait, dans l'écoulement de certains types de produits, que ce soit des prototypes dont on ne sait pas toujours quoi faire, des échantillons, des produits qui ont quelques défauts de confection, qui sont dans des références très minimes, ou alors des stocks très résiduels qui comportent des tailles incomplètes et qui ne vont pas pouvoir s'écouler sur des plateformes vraiment dédiées au déstockage. On peut apporter une réponse ponctuelle là-dessus, mais ce n'est vraiment pas notre cœur de métier. Ouais, je dirais de notre côté, c'est un peu différent dans le sens où le système de récompense en face du don permet d'engager des nouveaux clients ou de réengager ses propres clients au travers d'une action positive. Et après, justement, la récompense peut aussi être faite sur des pièces qui devraient partir normalement sur soit être revendues par des acteurs spécialisés type BPO ou autres. Là, l'idée, c'est de pouvoir remettre un petit peu ce genre de sujet dans les mains de la marque en leur permettant de proposer ces produits avec une grosse décote, mais pour obtenir cette décote, devoir faire une action. Et au travers de ce système-là, un peu donnant-donnant, on peut bénéficier de la loi GEC en tant que marque au travers de redonner. Comme un jour, vous avez rendez-vous avec Franck? Oui, enfin, j'avais dit que je passais. On n'a pas rendez-vous fixe, mais je t'ai parlé la semaine dernière, j'avais dit que je passais. Andrea, vous êtes… Merci. Pardon. Alors, j'ai deux questions avant de basculer au prochain chapitre. Donc, il y a une question sur est-ce qu'on fait sur des marques enfants? Moi, j'ai l'impression que c'est possible, qu'il n'y a pas d'interdit, que ce soit chez Alexis ou Aymeric, de tester sur des marques enfants. Alors, pour répondre dans un premier temps, nous, évidemment, on est très intéressés par travailler avec des marques enfants parce que je pense que les marques enfants, le sujet de la seconde main, c'est un sujet absolument évident. Et d'ailleurs, la seconde main enfant se développe très vite. Nous, la seule contrainte qu'on a, c'est travailler avec des marques suffisamment premium parce que la valeur de l'enfant, la valeur des articles, la valeur des produits enfants est souvent moindre que la valeur de produits adultes. Et donc, nous, pour être capable d'absorber nos coûts de reconditionnement et parfois de transport qui peut être relativement important, il faut simplement que le produit, qu'on soit capable de revendre le produit entre 35 et 40 euros. Et donc, ça va correspondre effectivement à un certain nombre de marques comme Bonpoint, Bonton ou les marques enfants de marques plutôt premium et luxe. Avec toujours l'idée que de toute façon, on va pouvoir calibrer la stratégie de reprise en fonction également de la valeur des produits pour être capable également de reprendre les produits à plus forte valeur. Je dirais que de notre côté, pour le coup, ça marche plutôt bien dans le sens aussi qu'on sait que des produits pour enfants, c'est des produits qui vivent beaucoup et que la seconde main repose aussi sur une notion de qualité. Là, pour le coup, nous, il y a une vraie valeur à trouver sur des parents qui souhaiteraient revaloriser des produits qui peuvent être tachés, troués et qui peuvent avoir une nouvelle vie et en face de ça, bénéficier justement du système de récompense qui permet de le réengager sur du nouvel achat ou d'autres produits de la marque. Oui, ça me fait penser à un des feedbacks de l'étude de Pinonway qui disait justement que 99% des textiles et chaussures peuvent trouver une nouvelle vie et qu'aujourd'hui, un des freins, c'est le fait de donner un vêtement trop usé, que ça paraît irrespectueux, mais finalement, via du don et la collecte, on peut recycler tous ces produits-là. Donc, il faut l'avoir en tête. Super, on va passer à un autre commentaire. On peut passer à la deuxième salle de questions qui va être celui des risques. Des risques, et j'élargirai même avec les freins. Et je vais même commencer par la première question
d'une des participantes de la marque Maud et Marjorie sur la lingerie, que je salue puisqu'elle a participé au programme Digital Mode sur la première saison, qui, elle, a comme premier frein, et donc qui est une marque éco-responsable depuis toujours, de ce que je lis, et qui dit que son principal frein, c'est l'hygiène, et elle aimerait se lancer, mais l'hygiène est un sujet. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Émeric? Ouais, alors nous, sur notre partie, donc, tout l'enjeu, c'est effectivement d'être capable de lever ces freins d'hygiène sur la plupart des produits. Euh, Maintenant, c'est vrai que sur la lingerie, c'est quand même un sujet assez spécifique. Et nous, aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec des marques de lingerie et, et je ne sais pas si notre solution est exactement adaptée à la lingerie, peut-être pour certaines pièces spécifiques. Mais nous, on travaille avec des marques de body, par exemple, mais le body, ce n'est pas tout à fait de la lingerie. Avec le slip français, on fait également les maillots de bain. Donc après, ça dépend un peu ça dépend un peu de ce que vous pensez que vos clients ou clientes sont. Est-ce qu'ils sont prêts à passer ce cap-là? On est capable, grâce au nettoyage qu'on fait, d'enlever un certain nombre de freins. Maintenant, je ne sais pas encore si c'est une solution encore prête pour les marques de lingerie, très honnêtement. À titre d'information, nous, on travaille avec plusieurs marques de lingerie, Wearjoli, Mood et d'autres. Le vrai sujet, c'est que souvent, les produits qui sont récupérés, qui sont issus de marques de lingerie, vont directement, pour la plupart, au recyclage, puisqu'évidemment, il y a des questions d'hygiène qui sont fortes. Et donc, on ne veut pas forcément de sujet là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous, on est en discussion avec un certain nombre d'entre elles aussi, puisque le modèle fonctionne assez bien dans la logique de continuer à revaloriser un produit qui a été fait, surtout si c'est un produit éco-responsable fait avec qualité. C'est de la matière qui va pouvoir être réexploitée derrière. Donc, au travers de la solution, l'idée, c'est justement de les remettre dans la filière et de pouvoir leur donner une nouvelle vie au travers d'une autre typologie de produit qui ne sera pas forcément une culotte, en tout cas, ce ne sera pas une réutilisation par quelqu'un d'autre. Du coup, ça me fait penser à une autre question pour toi, Alexis. Il faut nécessairement un point de vente ou est-ce qu'on peut parrainer un point de collecte en tant que marque qui ferait Pardon. partie du circuit? Nous, À des marques qui sont que en ligne, par exemple. justement, à la base, on est parti d'une solution qui est digitale, donc surtout pour tout type de marque, mais notamment les nouvelles marques, les marques en ligne, pour pouvoir leur permettre de proposer une solution de collecte à leurs clients. Notre solution de collecte en magasin existe aussi, mais l'idée, c'est de pouvoir cumuler les deux. Donc, les marques dont je vous ai parlé un peu plus tôt et à l'instant même sont pour la plupart des marques qui sont des marques digitales qui, du coup, proposent à leurs clients notre solution pour les aider à recycler leurs vêtements usagés ou inutilisés. Bien. Très bien. Côté risque légal ou technique, qu'est-ce qu'il faut anticiper selon vous? Nous, il y a un certain nombre de points effectivement techniques à valider ensemble lors de la mise en place. Et donc ça, on accompagne vraiment nos clients là-dessus. Il faut être capable, grosso modo, d'exporter un catalogue produit, peu importe le format. Nous, on s'adapte, mais qui va nous permettre derrière de définir ensemble une stratégie de pricing et d'être capable d'enrichir l'expérience client. Et il faut également être capable de s'interfacer avec les différents CMS en fait, du marché pour notamment la gestion des bons d'achat. Donc, je ne sais pas vraiment si on peut parler de risque, on peut parler d'enjeux techniques. Aujourd'hui, avec tous les clients que l'on a intégrés, on a toujours réussi à faire face à ces enjeux-là. Et nous, lors de la mise en place de la solution, pareil, je ne sais pas si c'est vraiment un risque. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a quand même pas mal de points à valider ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait une personne dans l'équipe qui centralise un peu les sujets, qui joue le rôle de chef de projet et qui puisse être capable de se libérer un peu de bande passante entre le moment où on valide le projet et le moment où on lance le site, sachant qu'une fois que le site est live, derrière, très honnêtement, ça prend assez peu de bande passante à la personne pour s'assurer du suivi du projet. Et sur le sujet légal, on n'a pas identifié de contraintes particulières jusqu'à présent. De notre côté non plus, il n'y a pas vraiment de risque. Je dirais que le sujet, et ça reprend un peu la même chose, c'est la visibilité qu'on veut donner au projet et la manière dont on le met en avant qui peut garantir, qui garantit même
le succès. Nous, on le voit très bien chez des marques qui vraiment passent du temps et en font vraiment un axe de développement et un axe de communication fort. L'impact est réel et quasi immédiat. Donc voilà, le risque, c'est de prendre la solution, mais pas de la faire vivre, parce que du coup, on peut avoir des déceptions. Je reviens juste une seconde, parce que j'ai vu passer une question sur la manière dont on pouvait recycler tout ce qui était matière synthétique. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et évidemment, quand on disait il y a 95% qui peut être recyclé, il y a 5% qui sont un peu plus compliqués. En règle générale, ce genre de matière en fait finissent en CSR, c'est du combustible solide de récupération, et donc brûlé justement pour créer de la nouvelle matière. Mais en effet, vous avez mis le point sur un des sujets sur lequel il faut travailler, sur lequel la filière travaille aujourd'hui. Alors du coup, c'est même une question plus globale, plutôt pour toi, Alexis, mais on a de plus en plus de marques émergentes aussi sur de la recustomisation. Et donc, toi, tu es un circuit du coup de sourcing pour ces boîtes-là également? Exactement. En fait, nous, on est au travers de nos solutions un circuit de sourcing pour tout ce qui est friperie, upcycling et toutes ces marques qui sont développées, que ce soit les récupérables, enfin, on en a beaucoup aujourd'hui, qui vont faire leur sourcing en fait chez les opérateurs de tri avec lesquels on travaille. Et donc, c'est justement toute cette filière-là qui est en train de se structurer et de se développer pour maximiser le nombre de débouchés qu'on peut avoir pour ces vêtements. Donc, c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on est vraiment dans la thématique de mode circulaire et c'est vraiment des sujets sur lesquels les marques peuvent communiquer. Justement, nous, les acteurs avec qui on travaille, au-delà du côté ESS, donc socialement engagé, ils travaillent vraiment en main dans la main avec des acteurs de la mode qui vont créer des nouvelles collections. D'ailleurs, on a eu des demandes de la part de certaines de nos marques qui nous disaient est-ce qu'il serait intéressant ou possible, du moins, de nous mettre en relation avec ces opérateurs de tri pour pouvoir faire notre propre sourcing. Donc, c'est ce qu'on a fait et les choses commencent à émerger. Super. Bon, donc en tout cas, merci pour cette réponse, Alexis. Merci, Henri. Du coup, moi, ce que je retiens, c'est que sur les risques, il n'y a pas de sujet légaux à anticiper sur sa, entre guillemets, sur sa marchandise, ou si je puis utiliser ce terme. Maintenant, le troisième item, c'est bien, OK, je suis hyper convaincue, vos deux interventions m'ont séduite, j'ai envie d'avancer avec vous. Globalement, qu'est-ce que je dois prévoir en amont? Alors, donc, dans les questions que moi j'ai anticipées, c'est bien à partir, donc on l'a vu pour toi, Émeric, à partir de quel montant de chiffre d'affaires je peux démarrer, ou alors à partir d'un certain nombre de pièces de collection. Dans tous les cas, pour vous deux, il y a un sujet de fonctionnalité quand même, hein, à déployer avec une gestion de projet dédiée, et donc une connexion avec différents, je vais essayer d'éviter les termes techniques, mais sans doute une connexion à mon flux de stock potentiellement, si je suis sur la revente de mes potentiels invendus ou de mes protos. Voilà, déjà, est-ce qu'il y a un sujet sur des compétences aussi spécifiques et le budget? Le budget, tu nous en as parlé, Émeric, mais Alexis, un peu moins. Voilà, si on peut simplement, voilà, sur tout son process global de chaîne de valeur, que ce soit sur le sourcing, la production, la distribution, enfin, et donc la logistique, revoir les prérequis qu'il faut avoir en tête avant de démarrer. Donc, tu as dit pouvoir exporter un catalogue de produits. Il va falloir définir une stratégie de pricing avec un PNL dédié. Ça, c'est toi, chez toi, Émeric. Pouvoir s'interfacer avec des CMS et avoir une personne dédiée sur la gestion de projet sur la période de 3 mois à peu près. Tu veux Oui, alors, période de 3 mois, c'est entre 1 et 3 mois en fonction de ce que souhaitent faire nos clients. Pour également rebondir un peu sur ce que disait Alexis, effectivement, ce qu'il faut prévoir également en amont, c'est de la communication, puisque c'est important de faire connaître ce service et on se rend compte qu'à partir du moment, de la même manière que le service d'Alexis, à partir du moment où les clients en entendent parler, les clients adhèrent très rapidement à ce service. Donc, prévoir un plan de communication, un chef de projet dédié. En termes de taille à peu près critique pour qu'on soit capable de créer une offre de seconde main suffisamment attrayante et générer du volume qui vont permettre en fait, d'amortir le projet. Nous, c'est vrai qu'on la métrique qu'on a un peu en tête, c'est des marques qui mensuellement sur leur site e-commerce réalisent déjà
autour de 1 500 commandes par mois. Et après, ça peut dépendre également évidemment de l'engagement de la communauté, puisque les marques qui sont nées sur Internet ont souvent des communautés très engagées. Et donc, avec un peu moins de commandes, on est quand même capable de drainer de l'offre. Et ensuite, sur la mise en place du service, effectivement, c'est un chef de projet dédié qui va centraliser les différents ateliers pendant la période d'onboarding. Et voilà, c'est principalement ces grands sujets à prévoir. Et pour toi, Alexis? Alors pour moi, déjà, nous, en termes de marque, on peut aller de marques nouvellement créées à des marques déjà très établies. Hein. Notre panel aujourd'hui, ça marque de petites marques jusqu'à Maison 123, Nafnaf ou autres, qui sont déjà plus grandes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir en amont? Une personne qui soit en gestion du projet, ça évidemment, et de la communication. D'un point de vue technique, c'est très facile à mettre en place. Donc, c'est une ligne de code qui vient s'insérer dans le CSS du site Internet. Et ça, on peut accompagner des marques à le faire si elles sont sur Shopify ou d'autres, ou sinon, elles passent directement par des intégrateurs pour celles qui ont des équipes. Évidemment, la communication aussi. Alors, sur ce sujet-là, nous, on a des éléments de communication qui sont déjà disponibles, déjà travaillés et qu'on met à la disposition des marques partenaires. Et après, en parallèle de ça, on travaille avec elles à un plan de communication pour donner de la visibilité au sujet. Et pour finir, ensuite, sur le budget, aujourd'hui, nous, c'est un abonnement mensuel avec une commission variable sur le nombre de récompenses. Donc, l'abonnement mensuel, il est à 500 € par mois, avec, je dirais, une offre un peu préférentielle pour les marques qui ont moins de 3 ans, justement, pour pouvoir leur permettre de monter à bord et qu'on puisse les accompagner dans leur démarche éco-responsable et dans leur démarche de mode circulaire. Super, génial. Merci Alexis, merci Emery. Il nous reste quelques minutes pour boucler. Merci à tous pour vos questions. Et Nathalie, merci qui nous quitte. Dernière question, item de question sur l'efficacité et la rentabilité de ce modèle. Quels sont aujourd'hui, d'abord, je dirais, les grands indicateurs qui sont pour vous clés, avant même de parler de rentabilité pure, parce qu'on sait bien qu'on est aussi sur un marché qui est nouveau, hein, un modèle économique qui est nouveau. C'est quoi les grands indicateurs pour vous, au-delà de la considération, hein, qui pourrait être mesurable via des études quali, mais quels sont les KPI que le dirigeant doit avoir pour pouvoir mesurer finalement la performance de ce projet-là à court et long terme. Donc, moi, j'ai en tête, je vais reprendre mon tunnel de gros hacking, hein, tout ce qui est acquisition, fidélisation, conversion. Je pense à la lifetime value, par exemple. C'est encore peut-être tôt pour en parler. Et puis après, est-ce qu'il y a des... Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en plus des indicateurs, c'est est-ce qu'on peut se donner déjà on peut donner des promesses de résultats, que ça soit ne serait-ce qu'en termes d'expérience client. Je pense au délai, en délai de livraison, par exemple, ou d'expérience. Voilà, je ne sais pas si ça peut. Voilà, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pouvez répondre déjà? Alexis, je ne sais pas si tu veux commencer. Allez, Alexis, tu démarres cette fois-ci. Ça marche. Alors, dans la logique acquisition, fidélisation et même rentabilité, puisque ça reste clé, nous, la manière dont on l'opère, très simplement, l'objectif, en fait, c'est pouvoir donner un maximum d'informations aux marques avec lesquelles on travaille, notamment sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur le call to action et donc qui nous permet de suivre un petit peu l'intérêt qu'il peut avoir sur notre solution. Après, c'est évidemment le nombre d'utilisations qui est faite avec le nombre de dons réalisés et le nombre de récompenses utilisées. Donc ça, c'est sur, je dirais, les points en termes de funnel, ça permet de bien se rendre compte de l'intérêt. Et après, tout l'enjeu, c'est de reboucler avec la marque sur les personnes qui sont inscrites et qui ont fait un don, leur donner les informations nécessaires pour savoir si c'est de nouveaux clients ou c'est de la fidélisation. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 50-50, nous, dans les feedbacks qu'on a sur l'utilisation de la solution. Et sur une vision plus long terme, c'est de faire vivre le programme au travers d'un système de récompense qui évolue, qui du coup permet de réengager de manière récurrente sur un sujet qui devient de plus en plus important.
Donc, en termes de mesure, on a un certain nombre d'informations qui nous permettent de vérifier l'efficacité. Et sur la rentabilité, c'est relativement simple. Vous savez maintenant le prix de l'abonnement. À partir d'une trentaine, une quarantaine de dons en règle générale, après ça dépend du panier moyen, mais une trentaine, une quarantaine de dons par mois, on est rentable sur l'opération. Donc, c'est là où le système est relativement simple et efficace dans son utilisation et sa rentabilité. Et du coup, la question inhérente aussi, c'est le sujet du CRM. Aujourd'hui, vous avez des expériences sur où on se connecte à son propre CRM. Est-ce qu'on arrive à créer un peu d'intelligence de la donnée? Est-ce que nous, on a un CRM? Oui, nous, on est en train de mettre en place justement tout un outil de monitoring qui permet de savoir comment vit la solution et quelles sont les personnes qui participent. D'accord. Et donc, c'est un système en propre chez toi, Alexis. Exactement. D'accord. Et toi, Émeric? Alors nous, pour essayer enfin, on essaie du coup de se fixer des objectifs avec nos clients. Et la promesse qu'on essaye de tenir, c'est que le projet soit amorti entre 4 à 12 mois. Ça dépend un peu de ce que le client va réaliser en termes de communication. Un autre ordre de grandeur qu'on se fixe comme objectif, c'est en année 1 d'être capable de réaliser entre 1 à 5% du chiffre d'affaires de la marque en e-commerce. Et donc, derrière, de toute façon, mesurer la rentabilité, c'est assez simple. Ça se mesure à tous les mois combien on va reverser à la marque par rapport aux ventes qui ont été réalisées sur le site et déduites de nos commissions. Et du coup, évidemment, une des métriques qui est importante, ça va être à la fois le taux d'écoulement des produits. Et ça, on est capable, nous, de l'optimiser puisqu'on contrôle le prix auquel on rachète les produits et on peut l'ajuster en temps réel et le prix auquel on revend les produits. De cette manière-là, on peut optimiser le taux d'écoulement des produits, mais également optimiser potentiellement les marges. L'idée, c'est un peu de construire un outil de pricing automatisé. Et ensuite, un autre indicateur, ça va être le taux d'upsell qu'on réalise grâce au bon d'achat. Donc, je vous parlais de 120, 130% tout à l'heure. Lorsque vous donnez un bon d'achat à votre client, combien il va aller dépenser derrière. Donc, c'est un peu toutes ces métriques qu'on va regarder. Super. Extrêmement riche. Voilà, on a quasiment terminé. L'idée, nous, c'est on a fait une petite checklist en live au fur et à mesure de ce rendez-vous et donc qu'on vous partagera. Là, la slide est encore vide, mais moi, ce que je retiens globalement et de cet échange, c'est qu'il faut pouvoir avoir avant tout une personne dédiée, d'abord. Donc, si on doit repartir avec une petite valise de bons conseils, une personne dédiée au projet, ça reste essentiel. Bien, se fixer des objectifs avec Alexis et Émeric en amont, pouvoir se donner du temps quand même pour expérimenter la solution, bien communiquer, engager sa communauté, mettre en place un monitoring spécifique, notamment le tracking des solutions. Tu parlais de nombre de clics sur la solution qui est le plugin, pour voir combien de gens se sont engagés, les inscriptions, et voilà. Je dirais que je relis mes notes en même temps. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que les indicateurs clés de performance existent aujourd'hui. Ils ne sont pas inventés. Donc, il y a déjà des solutions pour bien monitorer et rentabiliser son projet et cet investissement-là. Donc, je pense qu'il est temps de se lancer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On a la grande chance d'avoir un marché français extrêmement dynamique. Voilà, et vous l'illustrez très bien avec vos deux solutions. N'hésitez pas à les contacter. Nous avons mis en fin de cette présentation vos deux contacts. Attends, est-ce qu'effectivement, j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on en a parlé. Positionnement prix, sourcing éco-responsable, quels accompagnements? Mais ça, vous en avez parlé, donc je ne vais pas m'attarder. Si je n'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou par email auprès du défi. Nous vous avons mis un certain nombre d'études si vous souhaitez poursuivre la réflexion. Voilà, moi j'étais ravie d'animer
cette table ronde, si je puis dire, avec vous deux, Aymeric et Alexis. Merci à tous d'avoir participé. On a été plus de 50 aujourd'hui. Le webinaire sera en replay, disponible sur la chaîne YouTube. Est-ce que Élise, Aymeric ou Alexis, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, bah, merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez pu tirer quelques enseignements pour la suite. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Voilà, exactement identique de mon côté. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous et clarifier certains points si besoin. Et toutes les personnes inscrites vont recevoir le lien du replay dans leur boîte mail. Génial, Élise. N'hésitez pas à nous mettre des feedbacks dans le forum de discussion. On les utilise pour faire la promotion des prochains webinaires. Des feedbacks positifs. Alors, vous avez le droit d'en faire des constructifs aussi. Voilà. Merci, John. Ouais, merci, John. Eh bien, vous avez le droit de quitter ce webinaire. Et nous, on se retrouve en débrief, Aymeric, Alexis, Élise, si vous avez encore quelques minutes. On laisse le Zoom ouvert, mais je vous envoie un lien en parallèle.